Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous. Vivez-vous dans un environnement bruyant? Très certainement si vous vivez en ville. Des chercheurs se sont intéressés au bruit en faisant passer des tests d'audition dans 50 villes du monde et le palmarès place à leur tête des championnes du bruit. On a Le Caire en Égypte, New Delhi en Inde, Istanbul en Turquie et Paris en France. Il n'y a pas Montréal. Pourtant, les habitants de la ville de Saint-Lambert la trouvent particulièrement bruyante, surtout l'été avec tous ses festivals. En juin dernier, la population de Saint-Lambert a été informée des différentes mesures adoptées avec Montréal pour gérer les problèmes de bruit provenant du parc Jean-Drapeau. Le parc, situé sur le fleuve Saint-Laurent, englobe les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame. Les représentants des villes de Montréal et de Saint-Lambert ont donc installé des appareils pour mesurer le niveau sonore des événements du parc. On pense bien sûr au circuit de Formule 1 Gilles Villeneuve, mais aussi au Week-end du Monde à Hochelaga ou encore les pique-niques électroniques. Surtout que les événements de ce parc sont passés de 30 en 2011 à 80 en 2018. La multiplication des spectacles fait sûrement partie de cette équation bruyante. Pour parler de pollution sonore, nous avons avec nous aujourd'hui le Dr David Kaiser, responsable du service environnement et santé à la Direction régionale de santé publique de Montréal. Bonjour. Bonjour. Et Christophe Malater de l'OBNL Silence-Saint-Lambert. Alors d'abord avec vous, Monsieur Malater, parlez-moi de ce qui se passe à Saint-Lambert. On a beaucoup de bruit, malheureusement. Saint-Lambert, c'est un quartier résidentiel qui est sur la rive sud et qui se trouve en fait face aux îles et au parc Jean-Drapeau, et on subit de plus en plus une pollution sonore croissante qui est liée essentiellement au nombre d'événements qui sont organisés sur le parc Jean-Drapeau. Donc des concerts, des festivités, il y a le Grand Prix bien entendu, il y a les feux d'artifice, et là ces derniers temps ça a pris des proportions vraiment considérables, ce qui est bien que les résidents s'en plaignent énormément, et il faut qu'on arrive à trouver des solutions, ça ne peut plus durer comme ça. Concrètement, quel niveau de bruit vous entendez? Alors concrètement, qu'est-ce qu'on entend? On entend, ça commence à partir de la mi-mai, on va dire, il faut voir ça, de la mi-mai jusqu'à fin septembre, début octobre. Il y a des événements toutes les fins de semaine, au moins une fois chaque fin de semaine. Il faut savoir que la ville de Montréal donc autorise que se tiennent sur le parc Jean-Drapeau plus de 80 événements qui sont exemptés du règlement sur le bruit de la ville de Montréal. Donc le fameux règlement B3, qui réglemente tous les événements en termes de bruit sur l'île de Montréal. Eh bien, il y a 80 événements de mi-mai à fin septembre qui en sont totalement exemptés. Ça veut dire que tout bruit est permis. Et donc du coup, on se retrouve toutes les fins de semaine avec surtout des bruits de basse fréquence liés au concert. Donc, c'est des boum 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 qui sont clairement audibles dans les maisons, même toutes fenêtres fermées. Le docteur Kaiser, qu'est-ce qui contribue le plus au bruit en ville? Alors, dans une ville comme Montréal, il y a deux grandes catégories de sources. Il y a le transport. Alors, à Montréal, on a un aéroport, on a quand même des chemins de fer, et puis on a beaucoup de circulation automobile. Cette catégorie transport est la source qui contribue le plus au dérangement et à la perturbation du sommeil qui est rapportée par les gens quand on les sonde par des enquêtes, par exemple. Et l'autre grande catégorie inclurait les spectacles. Alors, c'est ce qu'on appelle les sources fixes, c'est les bruits du voisinage. Et à Montréal, on a des quartiers qui sont denses, c'est bien pour plusieurs aspects en lien avec la santé, mais ça peut être problématique pour le bruit, surtout quand on a une mixité d'usage. Alors, quand on a des commerces, on a des bars, on a des gens qui habitent à proximité. Et puis, à ça s'ajoute un peu des aspects de qualité de construction. Alors, c'est certain que en plus du bruit qui vient de l'extérieur, dans des tours, des blocs de multilogements, il y a du bruit qui est généré à l'intérieur juste par la vie quotidienne. Et puis, quand ce n'est pas bien insonorisé, ça peut être quand même un contributeur important. Oui. Comment on mesure cette pollution sonore-là, ce niveau de bruit? Parce que niveau de
bruit maximal, on dit de 55 décibels le jour et 40 décibels la nuit. Ça correspond à quoi? Alors, ce que vous venez de citer, c'est des recommandations qui ont été émises il y a quand même plusieurs années par l'Organisation mondiale de la santé. On peut pas facilement comparer les niveaux à Montréal parce que la façon qu'on les a mesurés, qu'on les a estimés n'est pas la même. Ceci étant dit, ce qu'on sait à Montréal, c'est que environ 60%, alors 3 personnes sur 5, habitent des secteurs où ce que les niveaux moyens, alors si on prend le niveau sur une journée, va dépasser le 55 décibels. Ce que ça veut dire dans la vie quotidienne, c'est un bruit qui est pas nécessairement très dérangeant si on l'entend en continu. À 55 décibels, on va pouvoir quand même entretenir une conversation. C'est un bruit de fond qui n'est pas nécessairement désagréable, mais là, on parle de niveau moyen. Alors, ce que ça représente, c'est des niveaux qui peuvent être quand même très élevés pendant le jour, des fois pendant la soirée, peut-être moins élevés la nuit. On sait bien qu'il y a des pics de bruit et quand on parle de festival, par exemple, c'est plus le bruit qui est beaucoup plus élevé pendant une période donnée. Et ça peut ne pas paraître quand on regarde les niveaux moyens nécessairement, mais si ça survient, par exemple, en fin de semaine, le dimanche matin ou en soirée, le niveau de dérangement puis la perturbation que ça amène peut être assez important. Oui, Monsieur Malater, comment vivez-vous, vous, avec cette pollution sonore-là? Oui, c'est tout à fait exact ce que dit Monsieur Kaiser, c'est-à-dire que ce qu'on a vu aussi, c'est que cet été, par exemple, il y a eu des mesures de bruit qui ont été faites, une 3e, 4e campagne de mesures de bruit sur la rive sud. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les niveaux moyens, parce qu'il faut savoir que mesurer le bruit, c'est en fait effectivement assez compliqué. Il y a le bruit instantané et puis il y a le bruit moyen qu'on peut mesurer. Et puis en fait, on peut mesurer ça en appliquant différents filtres qui font soit ressortir les fréquences usuelles de la voix humaine, soit ressortir aussi les basses fréquences. Donc en fonction des unités de mesure, finalement, on va faire ressortir certains aspects du bruit ou au contraire les gommer. Donc si on regarde le bruit moyen en fréquence audible de la voix humaine, on va dire, à Saint-Lambert lors de spectacles, il y a relativement peu de bruit. Mais si on regarde les mesures qui sont faites de manière instantanée et en dBc, donc qui permettent de voir les basses fréquences, à ce moment-là, on voit que le bruit des basses fréquences est à ce moment-là très élevé, puisqu'il atteint quelque chose comme 75 décibels en dBc, alors que le bruit moyen environnant serait de l'ordre de 55 dBA moyen sur 15 minutes. Alors on est encore au-dessus des seuils dont vous parliez tout à l'heure, même si on est dans un quartier résidentiel. Il faut savoir que on a aussi malheureusement à proximité des résidences une autoroute. Oui. Et donc c'est finalement la première source de bruit dont parlait M. Kaiser est présente aussi, c'est-à-dire qu'on a une grosse autoroute qui contribue de manière significative à un bruit ambiant de l'ordre de 55 décibels moyen. Donc on se retrouve avec un bruit de fond de 55 décibels moyen, donc qui est déjà supérieur à aux normes du fait du transport, et auquel vient se rajouter un bruit instantané de basse fréquence qui est de l'ordre de 70, 75, quelquefois 80 dBc. Docteur Kaiser, quel impact la pollution sonore peut-elle avoir sur la santé et le bien-être des gens? Parce que c'est ça, c'est dérangeant, mais au-delà du dérangement, ça peut venir perturber notre santé aussi. Oui. Il faut dire d'abord que le dérangement est un impact sur la santé. Alors, c'est sûr qu'on peut être dérangé de différentes façons, à différents niveaux. Je veux dire, d'entendre un bruit ponctuel qui ne revient plus. Ce dérangement-là, peut-être, il n'y a pas d'impact sur la santé. Mais quand on parle de dérangement en lien avec des niveaux moyens, alors des niveaux à long terme, l'exposition chronique au bruit dans l'environnement, ce dérangement-là est déjà un impact sur la santé des gens. Et puis, ce qu'on sait en plus, c'est que ça contribue
contribuent au développement d'autres maladies à long terme. Alors, il y a le dérangement, il y a la perturbation du sommeil et les deux vont contribuer au développement de maladies du cœur, maladies cardiovasculaires. Les gens vont développer avec une exposition à long terme l'hypertension, alors une pression élevée. Et puis, ce qu'on est en train de documenter à Montréal en ce moment, mais qui est documenté dans la littérature scientifique, c'est que le bruit environnemental est lié au développement des maladies cardiovasculaires. Alors, c'est quand même un impact important. En Europe, où on a un peu plus d'informations, parce que on se préoccupe de ce problème-là depuis plus longtemps. C'est la deuxième cause estimée d'années de vie, ce qu'on appelle des années de vie perdues, liées aux facteurs environnementaux, après la pollution de l'air. Alors, c'est quand même un facteur très important au niveau de la santé. Monsieur Malater, le maire de Saint-Lambert, Pierre Brodeur, en a marre de ceux qui se plaignent, et je vais le citer. Souvent, l'autoroute 132 va faire plus de bruit que les spectacles sur Jean Drapeau. On est en ville, on est près d'une métropole, il faut composer avec une certaine tolérance. Donc, pas facile de se faire entendre à la mairie quand on parle de bruit, semblerait-il, à Saint-Lambert. Oui, on a été un petit peu surpris là par les déclarations peut-être un petit peu hâtives de Monsieur Brodeur. On est en train d'essayer de comprendre un petit peu ce qui l'a amené à faire ces déclarations-là. Il faut voir qu'on travaille depuis plusieurs années de manière très étroite avec les différents maires qui se succèdent. Nous, ce qu'on veut, c'est essayer de trouver des solutions. Il y a eu un accroissement considérable, comme je l'ai dit, du nombre d'événements ces dernières années, et aussi du volume sonore. Il y a eu la mise en place d'un comité bruit entre les élus de la ville de Saint-Lambert et de la ville de Montréal suite à l'élection de Madame Plante, puisque auparavant il n'y avait aucun moyen de discuter avec le précédent conseil municipal et Monsieur Coder. Les choses semblent aller un peu mieux. Malheureusement, l'amphithéâtre géant continue d'être construit en direction de Saint-Lambert, en direction des résidences, et pour le moment, aucune mesure n'a été prise pour baisser le niveau sonore. En tout cas, cet été, ça a été absolument catastrophique. On a eu pratiquement 450 plaintes qui ont été déposées. On n'avait jamais vu ça. Bon, il faut dire que le comité bruit avait invité les citoyens à se plaindre dès lors qu'ils entendaient du bruit, afin de pouvoir calibrer, soi-disant, un plafond sonore en fonction aussi des mesures qui étaient faites. Ce qu'on a vu, c'est que les mesures ont été faites, mais chaque fois qu'il y a eu des plaintes, il n'y a eu absolument aucune conséquence, il n'y a eu aucune diminution du bruit. C'est poursuivi comme les années passées, et ça continue, puisqu'il y a encore eu tout récemment des pique-niques électroniques qui se sont par exemple déroulés et qui ont créé énormément de bruit, alors que ça fait des années pratiquement qu'on leur dit écoutez, ça va pas. Enfin, pour quelques milliers de personnes, faire autant de bruit en dirigeant les haut-parleurs vers les résidences des gens, ça fonctionne pas. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Au Québec, sauf en de rares exceptions, il n'y a pas de réglementation municipale qui encadre le bruit, je pense. Docteur Kaiser, parlez-moi peut-être justement des récents travaux menés par la Direction régionale de santé publique de Montréal sur le bruit environnemental. On dit 1 personne sur 6 qui s'avoue fortement dérangée par le bruit provenant du transport, 1 sur 15 qui en a le sommeil perturbé par ce type de bruit. Donc comment justement vous évaluez un petit peu tout ça et comment on pourrait peut-être adapter ou rentrer ça dans une réglementation municipale qui se tiendrait? C'est justement une question qu'on se pose depuis quelques années et puis qu'on travaille à notre niveau. Ce qu'on a, c'est, Monsieur Malater l'a mentionné, on a des règlements municipaux sur le bruit, les niveaux ponctuels. Alors, par exemple, ton voisin fait trop de bruit la nuit, il y a un inspecteur qui peut venir mesurer. Mais ça ne permet pas d'agir sur les sources en continu et puis de diminuer les niveaux auxquels les gens sont exposés en continu. Ce qu'on préconise à Montréal, mais aussi au Québec, c'est une politique qui couvre l'ensemble des sources. C'est quelque chose qui est pas
courant en Amérique du Nord. En fait, on n'est pas au courant d'une seule ville où il y a vraiment une politique de ce genre qui a été implantée, mais encore là, en Europe, avec une structure légale quand même différente, c'est quelque chose qui est courant dans toutes les grandes villes. Alors, on travaille auprès de la ville de Montréal pour qu'on ait une politique qui couvre l'ensemble des sources et qui identifie des solutions. Parce que c'est complexe. C'est vrai que en ville, on peut pas s'attendre à avoir des niveaux sonores dans une ville moderne qui sont égales au niveau qu'on va avoir en campagne, sans source de bruit. C'est évident. Mais ceci étant dit, il y a plusieurs stratégies connues, que ça soit au niveau de l'ingénierie, par exemple les chaussées, les véhicules, qu'est-ce qu'on permet en termes de véhicules, oui, mais aussi qu'est-ce qu'on permet par exemple en termes de camions sur nos rues en ville, au niveau de l'insonorisation, au niveau du code de construction, qu'est-ce qu'on permet en termes de niveau d'insonorisation dépendant des niveaux extérieurs. Et puis on travaille, c'est certain, pour plusieurs raisons, à réduire le nombre de véhicules qui circulent dans une ville comme Montréal. Et puis, le fait d'avoir des autoroutes à proximité des résidences, c'est pas normal. Et puis, on doit continuer à travailler ça. Oui. Mais il y a aussi l'étalement urbain, parce que Saint-Lambert, on pourrait considérer que finalement, c'est comme la banlieue de Montréal. Et donc, le bruit de Montréal se vit à Saint-Lambert, c'est normal. Oui, Monsieur Malater? Oui, c'est vrai on doit s'attendre à ce qu'il y ait du bruit dans la mesure où on fait partie d'une métropole, somme toute, relativement dense. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans toute métropole, il y a besoin qu'il existe finalement des quartiers résidentiels où les gens puissent vivre de manière relativement correcte, relativement saine. C'est sûr que baisser le bruit du transport, c'est important, et de toutes les autres sources aussi. On a parlé donc des voitures. Il y a des trains aussi qui sont très très bruyants. Il y a les horaires de circulation aussi éventuellement de certains transporteurs qui peuvent affecter. Donc c'est sûr que tout ce bruit-là fait partie d'une métropole. Mais là, ce qui vient se rajouter un petit peu sur ce bruit de fond finalement, c'est une grande quantité d'événements musicaux pour la plupart. Il y a aussi le Grand Prix qui sont des événements qu'on peut choisir d'organiser ou de ne pas organiser à un endroit particulier ou ailleurs. Et là, ce qui se passe, c'est que même s'il y a des règlements municipaux, par exemple, il y a un règlement municipal à Saint-Lambert sur le bruit, il y a un règlement municipal à Montréal sur le bruit. Montréal lève son règlement pour tous ces événements-là. La ville de Saint-Lambert, même si elle a un règlement sur le bruit, ne peut pas agir sur les événements puisqu'ils ne sont pas sur son territoire. Et en fait, on se retrouve dans un no man's land réglementaire, puisqu'il n'y a à ce moment-là pas de réglementation au niveau provincial concernant les événements bruyants tels que les festivals. Donc, passons en mode de solution. Que peut-on faire? Comment diminuer l'exposition au bruit dans l'environnement? Comment soulager la population de Saint-Lambert, Dr. Kaiser? Je vais parler en termes plus généraux, je pense, mais on en a déjà mentionné. Il faut mesurer, d'abord. Il faut savoir à quoi les gens sont exposés. On peut pas agir si on connaît pas les niveaux d'exposition. Et puis là, on a une bonne idée à Montréal des niveaux moyens. Au Québec, c'est encore embryonnaire. On a encore du travail à faire pour, à l'extérieur de l'île de Montréal, de documenter les niveaux. Mais en plus des niveaux moyens, je pense que c'est assez clair avec la discussion qu'on a aujourd'hui, il faut connaître un peu plus de détails sur les pics de bruit, sur les situations particulières qui génèrent beaucoup de dérangements ou qui perturbent beaucoup la population afin de pouvoir agir. Alors, je pense que la mesure est quand même importante et on n'est pas dans une situation au Québec où ce qu'on connaît tout pour pouvoir agir. Et après ça, je reviens avec l'idée d'avoir il faut qu'on ait une politique qui couvre toutes les sources. Il y a du travail qui se fait au provincial en ce moment, puis on continue à travailler à notre niveau. Et de tout ça découle des règlements. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, ça se traduit en règlements, mais c'est des règlements qui doivent être réfléchis en fonction de ce qu'on connaît sur l'exposition et puis de l'idée que ce qu'on veut, c'est d'avoir un contrôle ou une emprise sur l'ensemble des sources. Oui, parce que ça se passe sur les îles et avec l'eau, le bruit circule beaucoup sur l'eau. Est-ce que la solution pourrait être technologique? Est-ce qu'il pourrait y avoir comme des murs? C'est peut-être dommage pour les gens qui viennent là pour voir la vue, mais des murs pour justement faire assourdir ce bruit-là qui se propage?
Je ne suis pas ingénieur, mais il y a certainement je l'ai dit pour le transport au niveau de la chaussée et tout ça, il y a certainement des aspects, juste on l'a mentionné à quelques reprises, la direction dans laquelle on oriente le son. Au départ, les obstacles ou les éléments qu'on met pour réduire la transmission. Oui, certainement. Il y a les niveaux à la base. Je veux dire, on peut choisir de limiter les niveaux maximaux à la source et après ça, la distance va faire le reste. Oui, ce qui serait peut-être le plus ça. Monsieur Malater, la solution que vous voyez? C'est vrai que le volume à la source, contrôler le volume à la source, c'est la solution la plus simple. Une autre solution qui est très simple aussi, c'est l'orientation. Lorsque je parle ici plutôt des festivals et des concerts, c'est l'orientation des haut-parleurs. C'est-à-dire que plutôt que de diriger les haut-parleurs vers les résidences, on pourrait choisir de diriger les haut-parleurs dans le sens du fleuve. Mais malheureusement, l'amphithéâtre a été construit dans la direction des résidences. On ne comprend absolument pas pourquoi. Enfin, si, pour justement ménager une vue aux festivaliers, une vue de Montréal, mais au détriment de tous les résidents de la Rive-Sud, c'est un peu paradoxal. Il me semble que, oui, ce que disait le Dr Kaiser, il faut qu'il y ait des mesures pour qu'on comprenne vraiment à quoi les gens sont exposés. On est tout à fait d'accord avec ça. Il faut savoir que des mesures ici, on en prend depuis des années, et en fait, on a énormément de données, et ce qui manque, quelque part, c'est la volonté politique. C'est-à-dire que ce qu'on a vu, c'est que, en dépit d'une connaissance très très fine de la pollution sonore du parc Jean-Drapeau là sur la rive sud, les politiciens ont décidé de continuer à accroître le nombre d'événements et à construire même des infrastructures qui visent à pérenniser cette pollution sonore là. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il manque une volonté politique au niveau local. Alors, en tout cas, elle manquait très fortement jusqu'à présent. On va voir si elle se concrétise maintenant. Ce qu'il faut aussi, c'est assortir ceci le niveau local d'une réglementation provinciale sur la gestion du bruit environnemental créé par les événements, les festivals. Ça n'existe pas au Québec, mais ça existe dans plusieurs autres pays. Un des exemples qu'on prend souvent, c'est l'exemple de l'Angleterre et de l'Australie en particulier. L'Australie qui a des réglementations sur le bruit des festivals et qui fonctionne par un système qui est assez intéressant, un système de crédit bruit, un petit peu comme vous savez, les crédits carbone pour les industries polluantes. Oui. Eh bien, eux ont proposé de créer des crédits bruit, et donc chaque site géographique reçoit 10 crédits bruit par an, 10 crédits bruit de 4 heures. Donc un crédit bruit, ça permet de faire 5 décibels de plus de bruit pendant 4 heures. Et ça, c'est pour dire que finalement, en un lieu, on peut organiser des concerts, c'est tout à fait possible, et des festivals, ça fait partie de la vie d'aujourd'hui, et peut-être de tout temps. Mais le fait qu'il y ait 10 crédits bruit, mais quelque part, ça limite le nombre d'heures de pollution sonore liées à des festivals par an. Et puis il y a aussi un certain nombre de conditions qui sont que on peut pas consommer trop de crédits bruit d'un seul coup, par exemple, mais qu'il faut aussi les étaler dans le temps. Mais on trouve qu'une solution comme ça, c'est en fait très intelligent. Ça permettrait à des festivals d'avoir lieu, et en même temps, ça limiterait l'impact sonore, ça limiterait le nombre des événements, et ça encouragerait aussi la métropole à organiser ces festivals partout sur son territoire et pas uniquement en un seul lieu dirigé vers des quartiers résidentiels. Vers Saint-Lambert. Donc merci beaucoup. On était en compagnie de Christophe Malater de l'OBNL Silence Saint-Lambert et Dr David Kaiser, responsable du service environnement et santé à la Direction régionale de la santé publique de Montréal. Merci. 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 C'est maintenant le temps de passer le micro à notre scientifique éditorialiste, une nouvelle rubrique où un chercheur réagit à un sujet d'actualité. Bonne écoute. Bonjour, je suis David Martin-Milot, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive. Et depuis quelques années, je me spécialise par rapport aux substances psychoactives, qu'elles soient licites, on peut parler du tabac, de l'alcool, du cannabis en octobre, ou illicites, ce qu'on appelle communément les drogues. Et je reviens d'un séjour en Europe où j'ai travaillé sur la législation des différentes drogues.
dont en France, où l'alcool occupe une place très particulière dans leur société, dans leur culture. Et je me suis questionné sur la place de l'alcool dans notre propre société québécoise. Donc, particulièrement par rapport aux politiques, aux orientations politiques qui visent à faciliter l'accès à l'alcool, donc ce qu'on appelle la libéralisation de la vente d'alcool. On a vu dans la campagne électorale que autant le Parti de la CAQ que le Parti libéral s'est positionné en faveur de cette facilitation de l'accès à l'alcool, mais aussi chez nos voisins ontariens qui traitent l'alcool de façon à abaisser le prix minimal de vente à 1$. Pourquoi ça m'inquiète? C'est entre autres à cause d'un gradient social qu'on peut observer autour de la consommation d'alcool et de ses conséquences. Je vous en parle dans quelques secondes, mais tout d'abord, je souhaite vous rassurer, de façon générale, on a fait de bons progrès au niveau de l'alcool. Nos statistiques par rapport aux conséquences néfastes de la consommation d'alcool sont à la baisse. On peut parler d'hospitalisation ou de problèmes de santé particuliers. Donc, en grande majorité, c'est à la baisse. On le voit, la consommation d'alcool à risque ou non par les mineurs et les jeunes adultes c'est aussi à la baisse. Mais il y a ce gradient social-là où on observe que pour les consommations non problématiques d'alcool, donc par exemple un usage occasionnel, il y a une concentration de cette consommation-là dans les populations plus favorisées, donc plus nantis. Mais pour ce qui est de la consommation problématique de l'alcool, donc l'abus, la dépendance et aussi au niveau des conséquences néfastes de cette consommation-là, il y a une concentration dans les populations plus défavorisées. Donc avec des politiques comme une baisse du prix minimal de l'alcool, on vient faciliter l'accès à l'alcool pour les populations plus défavorisées où il y a vraiment déjà une concentration des effets néfastes de cette consommation-là. On peut aussi voir qu'il y a une augmentation des conséquences néfastes de l'alcool, particulièrement chez les femmes, où le taux d'hospitalisation et de décès liés à l'alcool augmente plus rapidement que chez les hommes. Puis il y a aussi un nombre croissant des femmes à consommation problématique au Québec. On pourrait aussi se poser la question par rapport à la norme autour de l'alcool. Est-ce que les conséquences de l'alcool sont banalisées ou ignorées? Par exemple, combien de personnes savent que l'alcool est un cancérigène? Bien peu. Donc, mon opinion sur le sujet, c'est qu'une privatisation des produits alcoolisés puis une facilitation de l'accès à cet alcool-là vont à l'encontre des recommandations de santé publique. Puis attention, l'idée, c'est vraiment pas de démoniser l'alcool, de stigmatiser les usagers, de dire qu'il ne faut pas boire en aucun cas, mais vraiment d'avoir en place un encadrement qui va permettre une consommation qui est responsable et informée, mais aussi d'avoir des décideurs qui mettent en place cet encadrement-là de manière plus responsable et informée. Donc, il faut mieux comprendre, selon moi, les enjeux qui expliquent que la consommation est autant encouragée par le gouvernement, la consommation d'alcool. Est-ce que ce sont des lobbies ou le fait qu'il y a des taxes de revente sur l'alcool qui sont très généreuses dans notre budget provincial, mais aussi de développer une vision plus réaliste d'une législation qui est responsable autour de ce produit-là. Puis on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on devrait rester plus strict sur l'alcool alors qu'on légalise le cannabis? En fait, la réponse, c'est que on vise vraiment une régulation ou un encadrement qui est bien responsable. Pour ce qui est du cannabis, on veut passer d'un marché noir qui est moins régulé à un encadrement justement plus strict, alors que pour l'alcool, on veut passer d'un marché qui est complètement légal à un encadrement qui est encore une fois plus responsable, pas nécessairement plus strict, mais plus responsable et en connaissance de cause. Puis on a fait beaucoup de progrès dans le passé par rapport au tabac qui était justement complètement libéralisé. Donc pourquoi est-ce qu'on régresserait avec l'alcool? C'est la question que je me pose. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche François Cartier et au micro Isabelle Burguin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM en podcast sur le site de l'agence Science Presse que je vous redonne tout de suite. Le site c'est sciencepresse.qc.ca et aussi sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique